La culture populaire, et tout spécialement le cinéma, sont sans doute l'un des vecteurs de mémoire les plus fondamentaux de notre ère. Mais dans sa passion pour l'histoire, le 7e art a ses chouchous. S'il existe nombre de grands films sur la Grande Guerre, force est de constater qu'elle n'a pas ses faveurs, surtout comparée à sa petite sœur. Pour donner un ordre d'idée, une soixantaine de films ont été produits sur 14-18 dans les 50 dernières années, et plus d'une centaine sur 39-45, rien que depuis 2010. Alors, pourquoi si peu de films sur la Première Guerre mondiale ? On peut envisager un certain nombre d'hypothèses, toutes intimement entremêlées à différents degrés. Des raisons aussi bêtement logistiques que la faible quantité d'images de la guerre elle-même. Transporter 25 kilos de matos sur le front s'avérait aussi peu pratique que passablement suicidaire. Alors certes, des images il en existe, mais en plus faible quantité que pour des guerres plus récentes, et qui plus est, souvent mises en scène loin de la réalité du terrain, ce qui n'est de toute façon pas plus mal quand on tient surtout à montrer de quoi remotiver l'arrière. Alors bien sûr, le manque d'archives vidéo n'explique en rien que le cinéma bout d'une période, sans quoi on nous bassinerait vachement moins avec du Moyen-Âge et des péplums. Il ne faut pas oublier non plus que, quand on parle du cinéma populaire mondial, si les ricains n'étaient pas là, eh bien, son visage serait fort différent. Et il semble bien que les USA, à un Kubrick près, se sont toujours montrés plus taiseux sur cette guerre que sur d'autres. Peut-être déjà parce qu'Hollywood n'avait pas encore atteint son apogée, mais aussi parce que les États-Uniens n'ont pointé le bout de leur nez que tard dans la guerre. Ceci étant dit, ça n'explique pas tout. Eh bien oui, même dans le cinéma européen, les guerres mondiales c'est comme les Mad Max. Quand les gens en parlent, c'est rarement au premier qu'ils pensent. D'ailleurs, la comparaison avec la Deuxième Guerre, c'est pas juste pour vous donner un ordre d'idée. Il est fort envisageable que la première souffre d'une forme de concurrence avec elle. Concurrence manifestement en la défaveur de celle qu'on appelle pourtant la Grande Guerre. Mais bon, on l'appelait aussi la Der des Der, c'est dire à quel point on se mettait la baïonnette dans l'œil jusqu'aux bandes meuletières. D'autant que ce désavantage a un effet boule de neige. Plus l'imaginaire se forme sur une période, plus cette période inspirera d'histoire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les nazis deviennent autant une figure de pop culture qu'un ennemi historique. Malheureusement, la culture populaire et l'inconscient collectif en général ont tendance à faire des choix. Ici, entre deux guerres mondiales, donc, les seules qu'on ait, pour l'instant, mais c'est déjà pas mal, n'en jetez plus, la cour est pleine, et chronologiquement très proche. On retrouve superficiellement un peu les mêmes protagonistes aux mêmes endroits, mais en plus, la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, elle fait vachement plus mondiale. Elle fait même vachement plus tout. Plus longue, plus meurtrière, plus moderne, plus destructrice. Elle charrie avec elle des horreurs aussi spectaculaires que des génocides et des bombes atomiques. Des atrocités en somme si incommensurables qu'elles mobilisent un chantier mémoriel conséquent pour à peine commencer à les digérer. Mais au-delà de l'échelle du traumatisme, lorsque le cinéma s'attelle à raconter l'histoire, il se heurte au fait de devoir raconter des histoires. Et comme l'a un jour dit un enseignant cinéphile du nom de David Stewart, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale semble avoir été écrite par un scénariste. Les méchants y sont clairement définis, fortement incarnés. Le combat y apparaît plus idéologique, le sort du monde plus évident. L'ennemi odieux dont la puissance paraît inarrêtable, les gentils qui d'abord perdent, certains trahissent mais d'autres résistent héroïquement, s'unissent au-delà de leurs différences et inversent la vapeur, à grand renfort de moments de bravoure, d'arrivée de la cavalerie lorsque tout semblait joué et de choix difficiles. À la fin, les gentils semblent avoir gagné et les méchants être punis. The End. Ces grosses ficelles cachent bien sûr des choses plus complexes et plus nuancées, mais les symboles, les justifications et le sens paraissent évidents, livrés sur un plateau d'argent. Alors que de 14-18, on a surtout retenu les tranchées, et les tranchées, ben c'est chiant. De pauvres types qui moisissent dans la boue et le froid, se prenant des obus au pif ou fonçant à découvert sous la mitraille en croisant les doigts pour passer sur un malentendu.
Le tout pour ne pas avancer d'un cheveu pendant des mois. Bien entendu, c'est une vision simpliste, mais les écrits des poilus, comme ceux des poètes après-guerre, ont largement diffusé cette image d'ennui, de répétition et de mort aléatoire. Le cinéma aura ainsi plus tendance à se tourner vers ce qui l'inspire le plus, cherchant un héroïsme pas forcément plus grand, mais plus photogénique. Si la Deuxième Guerre mondiale ressemble à un scénario de film, la première, elle, apparaît bien plus comme une succession ininterrompue de massacres absurdes dont les raisons moins évidentes ne semblent pas en mesure de justifier un tel carnage. Lutter contre une idéologie infâme, ça le fait beaucoup plus que trucider ses voisins. On notera d'ailleurs que les films sur 14-18 sont très généralement sur l'horreur vécue par les soldats ou ses conséquences tragiques, 39-45 étant perçu comme l'une d'elles. Le plus souvent, ces films sont anti-guerre ou même antimilitaristes, soulignant l'absurdité, l'injustice et l'indignité de ce conflit. On s'y prendra volontiers aux officiers, aux responsables, aux profiteurs et pas forcément à l'ennemi. Tout cela est valable pour le cinéma, mais aussi pour les romans, la BD ou même le jeu vidéo. Et c'est pour finir une raison que je pense fondamentale dans le manque de traitement de cette sale guerre. À mon humble avis, sans que cela soit concerté, la culture populaire la met sous le tapis. Elle la déserte parce qu'elle refuse d'affronter les questions qu'elle soulève. Lorsqu'on l'aborde, on se retrouve face à la difficulté de justifier ses combats, de définir un ennemi, de faire passer la pilule. Lorsqu'on l'aborde, on se voit souvent devoir le faire contre elle. Le seul film purement pop culture à avoir récemment tenté le coup résume tout cela dans ses propres contradictions. Car même dans Wonder Woman, pourtant très mainstream, il a été choisi que le grand méchant soit la guerre elle-même. Et pourtant, lorsque les héros se battent et tuent, c'est toujours contre des Allemands. Des Allemands anonymes qui gueulent, marchent au pas de loi et fomentent des projets d'illuminés génocidaires à base d'expérimentation sur des innocents, comme si ces boches de 14-18 étaient déjà quelque part des nazis, par rétrocontinuité, pour fournir des ennemis acceptables dans un film populaire. 100 ans après, il est grand temps que le cinéma et la culture populaire réinvestissent la Première Guerre mondiale. Faire des films sur 14-18 pour se souvenir, mais aussi pour enfin s'attaquer de front aux questions qu'elle soulève. Parce qu'en faisant des films sur cette sale guerre, il est impossible d'ignorer ces poilus qui en furent les héros ou les victimes, peut-être les deux. Comment des peuples se sont entretués et au nom de quoi ? Impossible d'ignorer les fusillés pour l'exemple, les mutineries et les fraternisations. Impossible d'ignorer les conséquences des nationalismes, la responsabilité des industriels et des prédations coloniales et territoriales. Impossible d'ignorer comment les femmes à l'arrière ont commencé à rêver leur émancipation. Impossible non plus d'ignorer ces autres guerres et ces révolutions qui ont germé en elles et tant d'autres choses. Parce que c'est aussi comme ça qu'on donne du sens à notre histoire, qu'on traite nos traumatismes et nos contradictions, qu'on construit notre culture commune. Parce que c'est aussi ça le travail de mémoire, au moins autant que des monuments, des commémorations et des coups de trompette. Après tout, commémorer, c'est se souvenir ensemble. Et c'est aussi à ça que ça sert, la culture populaire. Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the